Alors, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour votre participation à ce premier atelier du printemps de l'ARQ portant sur les supports visuels. Mon nom est Julien Dory, je suis doctorant en administration publique à l'Université d'Ottawa et il va me faire plaisir aujourd'hui de modérer nos échanges donc sur le thème de l'usage des supports visuels et auditif en recherche qualitative. Et je vais donc vous présenter notre conférencière invitée, Madame Colette Baribeau, qui est professeure titulaire retraitée. Elle a enseigné à l'Université du Québec à Trois-Rivières, au département des sciences de l'éducation, avec une spécialisation en méthodologie qualitative et didactique du français. Colette a obtenu un master en littérature de l'université McGill, un master en éducation de l'université du Québec à Trois-Rivières et un doctorat en éducation de l'université de Montréal. Ses contributions ont trait à différentes thématiques de recherche en didactique et en langue maternelle. Elle a fait partie de nombreux comités scientifiques, dont celui sur le dictionnaire du français standard au Québec. Et elle est à la retraite depuis 2003, mais pas moins très active dans de nombreux groupes et recherches, de nombreuses associations de recherche, dont l'Association pour la recherche qualitative, où elle est responsable de la collection hors série Les Actes. Et elle agit aussi comme consultante auprès d'autres groupes et organismes de recherche. Alors, quelques rappels compte tenu du déroulement de notre atelier d'aujourd'hui. Nous allons avoir une présentation pour à peu près une durée d'environ 40 à 45 minutes et nous aurons ensuite une période de questions. Je vous annonce que vous pouvez tout de suite, à compter du début de la présentation, commencer à pouvoir poser vos questions dans la boîte de questions-réponses et je vais pouvoir en fait prendre en note les questions afin de les relayer sur la période de présentation, de discussion à la fin. Et vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, ouvrir vos micros, demander à ouvrir vos micros pour pouvoir poser bien évidemment vos questions en direct. Alors, si tout fonctionne comme cela, je te cède, Colette, la parole et te remercie d'avance. OK, merci beaucoup, Julien, de m'avoir présenté. Je vous souhaite tous et toutes la bienvenue à cet premier atelier du printemps de la RQ. Bienvenue aussi à vous qui nous écoutez de jour comme de soir, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui habitaient ailleurs. Alors, mon intérêt pour cette thématique-là, d'où ça vient? En tant que didacticienne, je me suis toujours intéressée évidemment aux supports visuels et auditifs. Dans mes cours, j'en ai fait usage dans quelques recherches, particulièrement en entretien individuel et en entretien de groupe. Puis, c'est en survolant tous les articles scientifiques plus récents que j'ai découvert la richesse, tout le potentiel de l'utilisation de ce genre de support-là comme dispositif de recherche. Alors, à mon avis, cette thématique-là que je vais vous développer avec vous soulève des pistes de développement méthodologique fort intéressantes. Alors, je vous avertis que ce n'est pas la présentation détaillée de l'une ou l'autre des façons de faire, il y aura des références. Et je vous dis aussi que le texte de cette présentation PowerPoint, PowerPoint et toutes les références seront disponibles d'ici quelques semaines sur le site de l'ARQ et vous recevrez des informations à cet effet. Vous avez pu aussi télécharger le PowerPoint qui sont les diapositives que je vais utiliser avec vous. Maintenant, quelques indications pour savoir qui êtes-vous et d'où venez-vous. Donc, regardons qui êtes-vous. On peut constater qu'une large proportion d'entre vous êtes des étudiants de troisième cycle, dans une moindre proportion au deuxième cycle, et quelques curieux et curieuses au premier cycle, et des résilientes personnes au doctorat, au post-doctorat. Je suis très heureuse de cette large participation étudiante, car vous êtes des personnes qui ont développé un intérêt et une expertise. J'aimerais beaucoup que vous puissiez aussi les faire partager avec les autres participants. Au niveau des domaines de recherche, vous voyez, c'est très varié. Il y a des gens de santé, d'éducation, gestion. Et au niveau des pays de résidence, majoritairement d'ici, du Canada, probablement du Québec, mais il y a également des spectateurs, dont peut-être 20% de Tunisie. Alors, bienvenue à vous tous.
Maintenant, quelle connaissance avez-vous entre vous de la recherche qualitative? On vous a questionné là-dessus quand vous êtes inscrit. Un bel équilibre entre à la fois une familiarité, une connaissance avancée, d'autres qui débutent et d'autres qui ont commencé à s'y intéresser et veulent poursuivre leur exploration. Oui, vous pourrez poursuivre les débats à partir du chat. Vous pouvez aussi poser des questions, mais aussi au travers de témoignages, d'informations, de suggestions. Je vous encourage à les faire, puisque dans la parution du texte de cet atelier, on ajoutera ces questions. Et s'il y a des questions à propos desquelles je n'ai pas vraiment de réponse, eh bien, je creuserai un petit peu plus et je vous en donnerai dans le texte. Maintenant, regardons le plan de la présentation. Ce que j'aimerais travailler avec vous lors de cet atelier, c'est quelques considérations sur l'image. Qu'est-ce que c'est que l'image? La situer dans un projet de recherche. Ensuite de ça, voir que d'après moi, le support visuel est une instrumentation, donc un dispositif de recherche, voir quelles sont les incidences, les fonctions que ça peut rejoindre dans ces études, les précautions à prendre au plan de la scientificité et l'éthique. Et Julien terminera par une illustration à partir d'usages qu'il a pu repérer et qui nous apparaissent intéressants en regard de ma présentation. On terminera par une courte synthèse et Julien ouvrira aux questions la dernière demi-heure. C'est donc 1 heure de présentation, puis une petite heure de présentation et une demi-heure de questions. Alors, regardons un peu mes réflexions personnelles que je me suis faites en lisant les articles scientifiques. Quelques aspects qui m'ont paru importants dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, qu'est-ce qu'une image? Je vais tout d'abord aborder cette question-là avec ses composantes et puis ensuite me centrer sur la recherche qualitative qui utilise des supports visuels et auditifs. Alors, regardons ensemble une image que je trouve très parlante, qu'on a probablement vue, sinon tous et toutes, récemment. Je vais m'y attarder quelques minutes pour bien placer ce dont il sera question par la suite. Donc, une image comme celle-ci, c'est une représentation perceptive, c'est-à-dire qu'on peut la voir par les yeux ou l'entendre d'un sujet ou d'un objet. Elle occupe une place, et ça c'est important aussi, elle occupe une place centrale dans plusieurs champs disciplinaires, déjà auxquels vous êtes probablement rattachés. Pensons aux arts graphiques, la danse, la photo, le design, l'anthropologie, l'architecture. Ce sont des champs disciplinaires où l'image occupe une place centrale. Au sens large, l'image est aussi une représentation analogique. C'est donc dire qu'on peut établir un rapport de ressemblance entre cette image-là et une autre réalité différente. Ça a des traits communs et on peut les comparer. Pensez par exemple à l'image d'une statue qui tient une balance pour représenter la justice. Alors, la balance a dans les mains la statue a dans ses mains une balance, c'est-à-dire qu'on pèse le pour et le contre, on compare. Elle a les yeux bandés, c'est-à-dire sans parti pris, et elle est armée d'une épée pour trancher. Donc, la justice, qu'est-ce qu'elle est? Elle pèse le pour et le contre, elle compare sans parti pris et tranche. C'est la façon dont on veut représenter. Une parenthèse, je sais aussi partie que vous baignez dans des mots où il y a des images. Donc, ça va revenir souvent. Et que sur une image, on peut mettre beaucoup de mots. Par exemple, il y a les mots de toutes les personnes qui ont participé à cet événement qu'on a sous les yeux. Il y a nos mots à nous, et il y a aussi des mots qu'on a retrouvés dans les journaux comme émeute, saccage, coup d'État, désobéissance civile. Alors, on voit la même image, mais on ne dit pas, on ne pense pas tous la même chose à propos de ces images-là. Passons maintenant plus spécifiquement en recherche sur le support visuel auditif à la diapo suivante et voyons un peu les incidences que ça a. Donc, si on transpose ça, on pourrait parler dès lors d'une représentation visuelle auditive qu'on veut mettre en relation avec une réalité subjective pour dégager un sens qui lui est rattaché. Alors, selon moi, pour mettre en lumière cette relation en recherche, ça nécessite le support des mots
pour accéder à cette réalité subjective. Et c'est justement la recherche qualitative qui explore ce rapport pour mieux le décrire, le comprendre, l'approfondir en densité et en intensité. Ce sont des visées qui sont très souvent mentionnées en recherche qualitative. On explore ainsi, comme chercheur, avec les sujets partenaires, leur représentation mentale d'une perception, d'une sensation, des valeurs, selon tout autre objectif de notre projet. Je serais aussi portée à dire que ce qui est vu et entendu, c'est toujours culturellement et sociologiquement ancré. Sociologiquement ancré, dans toute lecture, il y a une culture. Et tantôt, je vous ai dit que présentement, comme étudiant ou comme chercheur, vous êtes immergé dans une culture de l'image et c'est un coffre à outils très important, par exemple dans le choix des images, si vous vous servez dans votre collecte de données. Vous allez enregistrer à partir de ces supports auditifs ou visuels ou écrits. Vous allez peut-être avoir des notes de terrain, vous allez transcrire des choses dans votre journal de terrain, journal de bord, tous ces nouveaux outils à votre disposition. Vous avez même la possibilité dans une équipe de faire un journal collectif. Pensez aussi au traitement de vos données par logiciel et toutes les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous et comment vous allez présenter ces analyses, vos analyses et vos interprétations. Maintenant, je parle toujours d'images et j'ouvre quelques diapositives qui vous donnent des exemples de ce qu'on pourrait utiliser comme image. Alors, dans la diapositive, première diapositive qui s'appelle support, on voit qu'on peut utiliser de l'environnement, du son, des mots, du son tout seul, des objets, des mots. Donc, un ensemble de dispositifs pour colliger vos données. Ouvrons la première diapositive autour de ces supports qui est, je pense, l'environnement et le contexte. Qu'est-ce qu'on a trouvé en faisant un relevé de ce qui a pu s'écrire là-dessus? On va retrouver des graphiques temporels, par exemple, où les gens font leur parcours de recherche ou encore les événements marquants d'une carrière. Ça peut être statique, ça peut être plus visuel aussi seulement. En tout cas, ça, il y a beaucoup de choses là-dessus. On peut aussi naviguer ou se promener. Souvent, dans le Photo Voice, on fait ça pour voir comment un quartier suscite de la beauté ou de la peur ou de la crainte. Donc, un environnement ou un contexte qu'on peut utiliser quand on parle de support visuel. Images et son, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dessus? Voici la prochaine diapositive vous ouvre qu'on peut avoir des vidéos, évidemment, et on peut avoir des performances. Alors, les vidéos, ça peut être produit par le chercheur ou les participants. Je pense par exemple à un court exemple où Morrison étudiait la violence à la TV. Il trouvait qu'il avait fait une vidéo et que les données qu'il recueillait en entretien de groupe ne sortaient pas tellement bien. Alors, il a redonné le vidéo aux participants et leur a dit « Qu'allez-vous faire pour que ça soit plus violent ou que verriez-vous pour que ça soit moins violent? » Et là, il y a eu beaucoup de données qui sont sorties. Donc, des vidéos transformées. Pensez aux marionnettes qu'on utilise pour faire parler les enfants, aux performances souvent présentées pour les résultats de recherche, ou je me souviens d'un alphabet à qui on présentait une pièce de théâtre car ils ne savaient pas lire encore pour leur décrire la situation. J'ai trouvé aussi quelque chose d'absolument exquis, Danser son doctorat, où le grand gagnant de cette année est un étudiant finlandais qui travaille sur la chimie de l'atmosphère et qui a composé un rap sur le sujet, et une autre étudiante qui a composé et interprété une chorégraphie en solo sur son sujet, c'est-à-dire le rôle de l'infection humaine de différentes protéines du SRAS dans le cadre du COVID. Alors, on voit que les chercheurs innovent. Il y a eu d'ailleurs une quarantaine de vidéos qui ont été proposées pour faire cette relation entre l'art et la science. On peut aussi utiliser des mots, des sons ou des objets. Donc, des mots, des objets transformés ou non, ou modifiés, des objets de mon enfance dans des textes de récits de vie. Des mots, souvent, on remet la transcription de l'entretien à un participant et on lui demande de réagir sur cet entretien-là. Et on a des
des interactions très intéressantes ou, par exemple, seulement des sons et des mots d'entretien de groupe où le A écoute le B et en sachant que le B l'écoute. Ce qui est très intéressant, ce qu'on peut appeler l'aquarium et sur lequel je pourrais revenir et déplier un peu dans ce type d'entretien de groupe. On peut retrouver aussi des images sous différentes formes, des bandes dessinées, des photos. Je pense par exemple à des enfants dans une favela qui avaient pris des photos de leur quartier. Et les chercheurs ont regardé ces photos, ont décrit avec vous et leur ont demandé mais pourquoi tout est coupé aux genoux? Et les enfants ont dit on ne veut pas montrer la pauvreté car quand on est pauvre, on n'a pas de souliers. Alors, c'est intéressant, diapositives, des cartes, je pense aux cartes sémantiques, je pense qu'il y a une très belle illustration de cartes dans la présentation de Julien et vous allez avoir des informations. Quelles dimensions sont rattachées à l'image? Les composantes significatives spécifiques à l'image. J'utilise le terme image ici pour alléger au lieu de dire support visuel auditif. Alors, une image, à mon avis, elle est encadrée, c'est-à-dire qu'elle représente qu'une partie de la réalité ou de l'environnement. Il y a quelque chose au plan spatial, elle fait partie d'un environnement plus large. Où cet environnement s'arrête-t-il? Une image aussi, elle est située dans le temps spécifique, elle est datée. Et c'est intéressant de voir ou d'explorer s'il y a lieu, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, quand est-ce que ça s'arrête et quand il en est l'importance. Présentement, on se voit par Zoom, OK? Alors, que veut-on montrer de soi en Zoom? Et que veut-on voir de l'autre pour assurer la confidentialité? Donc, l'image est toujours encadrée dans un projet de recherche. Elle est aussi encodée. Retenir une image pour fin de recherche signifie qu'un chercheur, ordinairement, décide de ce qui sera retenu. Où, quand, comment, pourquoi, par qui aussi. Car il y a un propriétaire de l'image et qui n'est pas toujours le producteur de l'image. Et ça, c'est intéressant. Donc, une image en potentiel, une charge significative au lieu du chercheur dans son programme de recherche, en relation évidemment avec ses objectifs. L'image appelle une verbalisation, elle sert comme d'enclencheur ou de démarreur à une dynamique. En recherche, elle n'est pas une simple illustration, il y a une intentionnalité derrière l'image. Une image aussi, elle sera décodée. Il s'agit ici du passage de l'image à l'écrit ou à l'écrit, oui. Avec quels mots sera faite la description ou le discours sur l'image? C'est les mots de qui? Plus d'une personne? Quel registre de langue allons-nous employer? Neutre ou plus sentimental, émotif? Est-ce qu'on va tenir compte du non-verbal au fait du discours, des silences? Alors, c'est toutes des décisions qui vont être prises et par qui? Comment traiterons-nous aussi le passage des mots des sujets aux mots de la science? Voici une question qui aura à être prise en considération. Et à quel dispositif? On va le voir aussi tantôt, tous les dispositifs que vous avez à votre disposition afin de faire émerger le sens, n'est-ce pas? Et s'il y a lieu, comment allez-vous traiter la question de la traduction? Je vous rappelle qu'il y a des mots ou des langues où les mots n'existent pas. Donc, entre l'image et le spectateur s'établit un pacte de lecture qui est mis en œuvre par le chercheur ou la chercheuse en interaction avec ses partenaires. Deux nouvelles voies s'offrent à vous aussi comme jeune chercheur. La transmédiation, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse qu'il se passe quelque chose de plus que le simple décodage et la mise en mots. Le spectateur apprend sur lui quand il s'exprime sur l'image. Je pourrais y revenir dans les questions. Je vous fais aussi penser que beaucoup de repères méthodologiques existent pour situer vos interventions. N'hésitez pas à recourir aux traditions de recherche dans lesquelles vous pouvez vous inscrire. Il y a de très bons textes dans chacune des traditions. Les traditions offrent une façon de voir le rôle du chercheur, de formater votre objet. Elle vous fournit aussi une démarche à suivre et aussi quelque chose de très important, un vocabulaire scientifique pour en parler, des références, et elle va vous donner aussi des choix de procédures d'analyse de données. On n'analyse pas de la même façon en phéno ou en études de cas.
Regardons maintenant rapidement tous les dispositifs que vous avez dans votre boîte à outils pour vous permettre de mettre des mots sur les images. Alors, si on passe à la diapositive suivante, vous avez des entretiens, évidemment, individuels, de groupe, des entretiens collectifs, forums. Vous avez aussi de la filature, vous avez des récits dans vos journaux. Évidemment, l'utilisation n'est pas toujours essentielle dans un entretien de groupe, mais elle peut être un soutien appréciable et favorable à l'émergence du sens. Je regarde maintenant la diapositive suivante avec vous. À quoi peut bien servir le dispositif? Qu'avons-nous trouvé dans les recherches qui nous amènent à vous suggérer des pistes intéressantes? Je vais m'attarder, puisque vous aurez le texte, à quelque chose de particulier que j'ai vu apparaître. C'est accentuer l'engagement. Par exemple, des gens qui seraient timides de parler ou des enfants. C'est très utile, des images pour les aider et à fixer aussi l'attention du groupe sur quelque chose et à illustrer en accentuant la description. Voici quelque chose qu'on a trouvé. Elles sont, vous remarquerez, la fonction de production, de confirmation et d'orientation sont complémentaires et vont de pair avec vos interventions à vous comme chercheurs qui animez un entretien ou toute autre relation avec vos sujets. Et je pense que ça vous permet aussi, quand on regarde sous confirmation, de traiter le visuel, les mimiques, les expressions, les images réelles ou l'imaginaire. Et je trouve intéressant aussi, dans la fonction d'orientation, on peut revenir sur des oublis ou sur quelque chose qu'on veut revoir en fixant l'attention sans revenir sur des propos émis par les sujets, puis être obligé de reformuler et des fois de ne pas tout à fait avoir une reformulation exacte. Les précautions à prendre, ça, je trouve qu'on doit en tenir compte. Elles sont les mêmes que tout dispositif. Je pense on devrait traiter les images de façon aussi explicite qu'on traite l'entretien individuel, par exemple, donc argumenter, expliquer sa complémentarité. Quelque chose d'important et que je pourrais revenir sur décrire et illustrer le protocole d'utilisation de l'insertion. Ça, je pense que c'est quelque chose une chose à laquelle il faut faire attention et toujours faire des liens entre vos données et les descriptions ou les interprétations que vous faites. Les logiciels maintenant, je pense par exemple à Invivo, sont très, très performants pour vous indiquer les façons de le faire. Présenter vos résultats aussi en utilisant. Quelques précisions sur l'éthique et les critères de scientificité à prendre en compte. C'est toujours en lien avec votre recherche. Je pense, par exemple, la confidentialité. Ça sera toujours, toujours important dans toute recherche, mais plus particulièrement, pensez aussi que certains de vos sujets puissent ne pas avoir une excellente connaissance de la technologie. Ça va faire en sorte que leur confiance ou leur sentiment de sécurité peut être altéré, voir bien ça avec les autres, et la propriété intellectuelle à qui appartiennent les images et qui en est on pourrait dire, le dépositaire. En termes de critères de scientificité, évidemment, repensons à la transférabilité. Donc, en décrivant l'encodage, je pense que ça permet de voir jusqu'à quel point vous avez pris des images qui sont intéressantes et qui pourraient être reprises par d'autres. Les avancées en neurosciences et le concept de transmédiation aussi, ça permet de penser qu'il y a de réels avantages à revenir plus d'une fois sur un sujet et voir si avec la transcription des propos sous ses yeux, il y a de nouvelles données qui émergent. Par exemple, un entretien avec 9 personnes, on estime que ça fait 9 entretiens, mais 2 entretiens successifs à partir de la première transcription avec 5 personnes, ça fait quand même 10 entretiens et ça rejoint les exigences d'approfondir en densité et en intensité. Maintenant, je cède la parole à Julien qui va vous donner des exemples sur des articles qu'il a trouvés qui résument des thèses où on utilise les images. Alors, merci beaucoup, Colette.
Tout d'abord, pour faire un petit peu, un état des lieux de l'exercice en tant que tel, qui est un bon exercice pour, essayer d'aller sonder, comment finalement les images peuvent être utilisées, en recherche, notamment, dans le cadre de thèses, de doctorat ou sinon d'articles. Donc se demander un petit peu quelles sont les fonctions de l'image et quels sont aussi, bien évidemment les, défis qui sont, adressés. Donc pour cela, il peut être tout à fait intéressant d'essayer, d'aller, chercher, des sources qui vont, prendre appui sur, différents supports visuels, mais aussi, hein, on les cite un peu moins, auditifs. Donc je vais vous présenter en fait, ici 2 exemples, particuliers qui nous semblaient avec Colette assez illustratifs des, opportunités ou du moins des fonctions et aussi des enjeux que peuvent présenter, les images, en recherche qualitative. Le premier exemple que je vais vous présenter, en fait, va permettre de se demander dans quelle mesure la photographie privée dans l'étude biographique peut présenter aussi certains intérêts. Ça, ce sera tiré donc d'une thèse de doctorat qui a été validée et publiée à l'université de Toronto en 2017. Et ensuite, donc, un article scientifique qui présente plusieurs types de supports visuels en fait, qui recourent à la fois à la photographie, mais aussi au dessin, pour essayer de saisir d'un point de vue très quali, ce que peut représenter le phénomène de l'écocide et la déforestation auprès de populations qui sont concernées. Donc, c'est pour ça que je vous présente ici, dans le fond, trois applications, autrement dit ici, de la fonction des supports visuels dans la recherche. Tout d'abord, l'usage de la photographie privée dans la recherche biographique, la représentation visuelle de la réalité environnementale et finalement le dessin pour faire aussi un petit peu le lien avec ce que tu disais Colette dans le fait de pouvoir aussi aller sonder ce qui est plus difficilement perceptible parfois au travers des mots, donc d'essayer de mettre en confiance en créant aussi une relation au travers du dessin dans la recherche. Donc pour la première fonction, qui est finalement l'emploi de photographie privée en recherche. La thèse de doctorat sur laquelle on s'est un petit peu concentré est intéressante à plusieurs égards. Premièrement, bon, c'est une thèse en littérature en fait qui s'interroge sur la fonction de l'image dans le récit autobiographique et surtout en adressant ensuite la question de se demander comment on peut se positionner d'un point de vue biographique sur la question de l'authenticité des supports visuels, compte tenu aussi de la construction du soi autobiographique. Et donc, la thèse en question s'intéresse à la trajectoire de deux écrivaines françaises contemporaines, Annie Dupéré et Annie Ernaux, qui ont toutes deux en fait recouru à l'autobiographie dans certaines de leurs œuvres, dans certains de leurs romans. Et en fait, la thèse se demande quel rapport à l'utilisation des photographies privées ces auteurs-là font pour justement euh, écrire leur récit autobiographique. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir au travers de la thèse que la photographie privée peut présenter différentes significations dans la lecture des trajectoires biographiques, mais aussi, bien évidemment, dans l'utilisation de ces supports-là pour l'écriture autobiographique. Et ce qu'elle va noter, l'auteur de la thèse, c'est de dire, ben, selon l'écrivaine, il ne va pas y avoir nécessairement la même utilisation. Pourquoi? Parce que dans le cas, nous dit-elle, de Annie Dupéré, qui a écrit Le voile noir en 1992, l'utilisation de la photographie va surtout venir en tant que support de remémoration. Donc, de pouvoir permettre de faire le lien avec un souvenir finalement qui est très lointain, voire même pour le moins oublié, en raison de traumatismes qu'elle a vécu dans son enfance et pour avoir perdu ses parents très jeunes. Donc, dans ce cas-là, la photographie privée va être un moyen en fait de remémoration pour l'auteur dans le cas de l'écriture autobiographique. Et c'est très différent en fait avec ce qu'elle relève pour la deuxième écrivaine, donc Annie Ernaux, qui elle va davantage se servir de la photographie privée
en tant que support de commémoration, donc pour appuyer finalement le rappel de son souvenir. Ce n'est pas tant dans une dimension thérapeutique visant à retrouver aussi ce souvenir-là de son passé, plutôt que d'appuyer ce souvenir textuel, donc autobiographique, d'images provenant des collections de ses parents. Donc, on voit ici que la fonction de l'image privée, de la photographie privée dans le cadre de l'écriture autobiographique peut présenter différents usages qu'il importe aussi à la recherche de bien déterminer, notamment en recherche littéraire, historique, quand on peut avoir de fait cette importance-là pour des études biographiques visant justement aussi à faire le lien avec parfois l'écriture autobiographique. Donc, il y a cette difficulté-là de se demander aussi quelle est la fonction de l'image quand elle est employée par des auteurs qui vont, par exemple, aussi recourir à l'autobiographie. Et donc ça, c'était un premier exemple ici d'utilisation finalement du support de l'image, de la photographie privée, comme pouvant aussi amener des questions pour la recherche. Et finalement, la thèse pose un certain nombre de questions aussi qui font le lien avec ce que tu nous présentais tout à l'heure, Colette. Donc, comment les images vont s'insérer finalement dans le récit, dans le fait d'exprimer aussi, par exemple, ici, une trajectoire de vie, un souvenir. Donc, quelle va être l'élément d'accompagnement de ces images-là? Est-ce que ces images vont potentiellement aussi pouvoir être réinterprétées du fait, par exemple, dans le cas de la première écrivaine de l'oubli d'une partie de son passé? Donc, on peut se demander aussi ce rapport-là à l'authenticité, en quoi il peut être aussi constitutif d'une interrogation dans l'utilisation ensuite pour la recherche biographique de ces supports-là, quand ils sont employés premièrement dans une écriture autobiographique. Donc ça nous paraissait être un premier élément ici qui pouvait aussi faire un petit peu le lien avec la question du décodage, avec la question aussi du pacte de lecture, dans quelle mesure aussi il s'agit toujours en recherche de recontextualiser l'origine des images et surtout leur signification dans leur utilisation. Ensuite, on a trouvé un article très intéressant qui a été publié dans la revue Third Text en 2018 et qui interroge finalement l'utilisation là aussi des supports visuels, plus largement, photographie et dessin, dans finalement l'illustration des perceptions de ce que peut représenter l'écocide ou le phénomène de déforestation parmi des groupes de population donc, qui en sont victimes. Et en fait, première fonction ici, c'est celle des photographies, des techniques d'imagerie, donc qui peuvent permettre de représenter aussi visuellement de différentes manières le phénomène de déforestation. Et l'auteur nous exprime d'ailleurs que le regard humain, il présente certaines limites que la photographie vont pouvoir aussi compléter pour amener d'autres angles de vue, d'autres représentations aussi spatiales de la réalité que l'on cherche à étudier. Et donc, il défend aussi l'idée que la photographie, à la fois terrestre, aérienne ou encore spatiale, peuvent être autant de moyens de chercher à essayer de cadrer aussi l'étude d'un phénomène par le recours de techniques visuelles, là encore. Et toutefois que ça peut aussi présenter une certaine limite qui est ici la question de la représentation au-delà de l'image, de l'émotion, de la subjectivité et aussi du ressenti, bien évidemment, des perceptions que peuvent susciter notamment ce phénomène de la déforestation en Colombie. Et donc, ça, c'est le dernier usage ici des supports visuels qui peut être intéressant de relever. Le dessin comme une technique finalement qui permet de compléter un petit peu l'étude qualitative d'un phénomène ici environnemental, donc la déforestation, en essayant de créer, comme tu le disais tout à l'heure Colette, ce rapport-là avec le participant dans l'idée de demander par exemple à ce qu'un dessin puisse être exécuté, réalisé sur finalement l'idée de représenter aussi ce que la déforestation peut vouloir signifier. Et donc, l'auteur, en fait, a fait des entretiens avec un jeune public, des écoliers, pour essayer de se demander qu'est-ce que visuellement aussi la déforestation signifiait pour eux. Et on a ici l'exemple d'un dessin d'une jeune fille donc, qui présente la déforestation comme étant finalement une séparation du monde en deux parties, cette dualité-là,
entre un espace complètement mortifère où il n'y a plus de vie et un espace encore intact où la vie est extrêmement prolifique. Et on voit la participante se représenter sur le dessin ici au centre en se tenant le visage dans ses mains et en constatant finalement avec effroi cette progressive disparition de la nature et de l'environnement. Et donc ici, c'est intéressant parce que ça permet donc de réintégrer aussi à quelque part les perspectives de la représentation de ce que peut évoquer la déforestation chez les publics qui en sont concernés, au-delà finalement de la capacité d'exprimer certains mots pour venir à essayer de traduire là encore ce que pourrait exprimer ce phénomène-là de la déforestation. Donc, en somme, l'idée, vous avez les références ici, hein, si vous voulez bien sûr compléter, c'est de dire que ces deux documents-là hein, font aussi ce travail de se demander à chaque fois quelle fonction les images peuvent apporter aussi à la recherche et aussi bien évidemment des défis. Et j'ai peut-être oublié de mentionner que pour le dessin, un défi qui semblerait aussi intéressant de relever, c'est de se demander comment on peut en fait amener cette demande-là auprès du participant pour créer ce rapport de confiance. Ça peut paraître un petit peu difficile dit comme ça, de demander à un écolier de 8-10 ans, bien représente-moi ce qu'est pour toi la déforestation. Donc il y a aussi, je pense là, dans le pacte de lecture, ou du moins dans le rapport de confiance aussi à instaurer avec le participant, peut-être des enjeux qui ne sont pas forcément si évidents qu'ils n'y paraissent pour essayer ensuite d'avoir ce recours-là, par exemple, au dessin. Donc, voilà pour quelques exemples qu'on pouvait citer. Puis, Colette, je vais te laisser la parole pour la suite. Ton micro. Voilà, merci. Donc, en nous écoutant, vous avez pu constater que probablement que vous avez vu des images et vous en avez des supports, vous avez utilisé des supports visuels et auditifs dans vos recherches ou même dans vos cours et que c'est intéressant de le faire de façon plus systématique et plus méthodique. C'est ce qu'on a découvert et toute la richesse que, même méthodologique, au plan méthodologique, que nous permet d'avoir le recours à ces dispositifs. Peut-être à se souvenir, quand vous écrirez votre thèse ou votre demande de subvention, de bien argumenter les usages. Je pense que la diapositive 14 sur les précautions à prendre vous donne des points à prendre en compte dans votre discours sur votre chapitre méthodologique. Je pense que ça, c'est intéressant. Julien a eu beaucoup de difficultés à repérer des thèses ou des articles parce que dans le résumé et dans les mots-clés, on n'a pas l'usage de support, on n'a pas la mention d'usage de support visuel et on ne va pas commencer à avoir accès à toute la thèse. Donc, même on l'avait vu, que l'aspect méthodologique est souvent occulté dans le résumé ou dans les mots-clés. Et ça serait important que vous y pensiez pour être capable d'accéder et de donner accès à vos travaux. Pensez aussi que ça rejoint les objectifs même de la recherche qualitative, c'est-à-dire qu'on va dire que la recherche qualitative vise de la profondeur, de la densité et de l'intensité, et que le recours aux images n'est pas seulement à l'entretien individuel ou l'entretien de groupe ou la filature ou les récits, permet d'atteindre cette profondeur ou encore permettre de creuser la représentation. Et moi, je vous dirais, n'oubliez pas de nous expédier vos commentaires, vos références, vos réflexions plus longues. On en tiendra vraiment, vraiment compte dans la poursuite de notre rédaction. Puis, sous toute réserve, je vous préciserai que dans mes lectures, j'ai pu constater un réel changement de perspective dans les articles quant au rôle de l'image et au discours qui est rattaché. Selon moi, je pourrais qualifier cela comme le passage de la recherche de la vérité, ou plus de vérité, à l'émergence de représentations successives, construites par touches tout aussi vraisemblables les unes que les autres, aux yeux du spectateur et aux yeux du chercheur. On ne serait plus sur un continuum vrai, faux ou inventé dans le cadre de la signification d'une représentation ou de représentations successives.